Si vous demandez pourquoi est-ce que je vous ai montré mon magnifique portable à l'instant, c'est pour faire plaisir à un ami. Donc cette vidéo lui est plus ou moins dédiée. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans cette troisième édition des archives, où nous allons donc retracer les films que j'ai vus durant le mois d'avril 2025. Avant de commencer avec les films, je vais parler de films que j'ai vus durant le mois, mais qui, comme je les avais déjà vus avant, je vais en parler très rapidement. Donc c'est Acatone de Pier Paolo Pasolini et The Truman Show de Peter Weir. Du coup, ces deux excellents films, je leur ai mis A et S+, donc le plus haut sommet qui existe, quoi, globalement. Akatane, le premier film de Pasolini, il savait très bien. Il a beau découvrir le cinéma, il savait très bien comment bien mettre en scène son univers, son ambiance, dans les rues magnifiques de Rome qu'il a filmé. Et The Truman Show, excellente critique sociétale, un qui avait visionnaire, qui a tout vu en avance, avec un Jim Carrey magnifique dedans. Et voilà. Bon, maintenant que ces deux films sont passés, nous allons enfin commencer les films du mois dans l'ordre. Et le premier, c'est évidemment Mikey 17 de Bong Joon-ho. Alors, je n'ai pas vu Mikey 1, ni Mikey 2, ni Mikey 3, ni Mikey 4, ni Mikey 5, ni Mikey 6, ni Mikey 7, ni Mikey 8, ni Mikey 9, ni Mikey 10, ni Mikey 11, ni Mikey 12, ni Mikey 13, ni Mikey 14, ni Mikey 15, ni Mikey 16. Mais j'ai eu le 17. Je lui ai mis une note de B+. Alors c'est un peu dans le bas de Bong Joon-ho. Et d'habitude c'est plus des S qu'il arrive à faire. Mais ça reste un super film évidemment, sorti cette année. On est dans le futur sur un vaisseau spatial qui se dirige vers une planète à coloniser. Où on suit Mikey, qui est ce qu'on appelle un remplaçable. C'est-à-dire que c'est une personne qui est désignée à mourir. Et lorsqu'il meurt, il se fera cloner. Il meurt pour différentes raisons. Pour tester des vaccins. Pour déblayer le terrain quoi. C'est voilà, une métaphore évidente du travail ouvrier qui est très efficace dans le film. Bong étant un mec très social de gauche, ça transparaît dans le film dans pas mal d'aspects de l'équivalent. Le film va débuter véritablement à partir du moment où il y aura une erreur dans le système de clonage, vu qu'on aura le droit à deux Mikey. Joués tous les deux par Robert Pattinson, hein, et il le fait très bien. Notamment, je tiens à saluer le fait que c'est pas évident d'avoir deux fois le même acteur sur les mêmes plans, que là les mouvements de caméra étaient très durs à chorégraphier avec cette contrainte en plus, donc ils se sont superbement bien débrouillés, je trouve ça formidable. L'humour marche bien aussi, à pas mal de moments. Bong c'est quand même assez bien géré le décalage entre le sérieux et l'humour. Un peu moins bien dans celui-là, c'est pour ça qu'il est un petit peu en dessous. Il y a plus de moments plats dans le film, mais ça reste un super film hein, qui, rien que pour la prouesse technique, vaut le coup. Aussi, je vais parler d'autres acteurs que Pattinson, ils sont quand même assez bons. Il y en a pas qui m'ont spécialement marqué dedans. Mark Ruffalo, il a un délire avec ses dents là dans tout le film. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas en fait. Ça donne un cachet à son personnage, mais ça rend un peu insupportable. Mais il joue bien, cela dit. Je trouve vraiment qu'il c'est un très bon acteur. Après, j'aime aussi bien, je vais un peu spoiler, en gros, t'as une espèce de genre de ver de l'espace géant, quoi, globalement, pas comme dans Dune, hein, mais très gros insectes, la taille d'une vache, quoi, qui ont un dialecte, et ils sont, eux, très marrants, je trouve, quand ils parlent. Ils ont la bonne répartie, des bons dialogues, j'aime vraiment beaucoup cette partie, et ça apporte quand même pas mal le thème de la souffrance animale, quoi, qui est quand même assez cher à Bong, hein. Souvenez-vous, j'ai parlé il y a 2 mois de Okja, qui avait aussi pas mal de trucs comme ça. Okja que j'ai baissé d'ailleurs dans mon estime, je le mets comme Mikey, je pense. Et voilà, ça reste un super film, et je pense que je vais m'arrêter là. Donc nous continuons avec un autre film, un réal que j'ai déjà cité dans cette émission, c'est Mouchette de Robert Bresson. Donc les Bressons, j'en vois un par mois ces temps-ci, c'est marrant, mais c'est un réalisateur que j'aime de moins en moins. Encore Lazare Balthazar ça va, mais Mouchette, je lui ai mis B+, donc c'est quand même une très bonne note. C'est dans le côté trop froid du film qui m'empêche d'être totalement pris dans tout ce que ça veut faire. Pourtant c'est quand même vraiment pas mal. C'est donc l'histoire de Mouchette, qui est une jeune enfant qui va vivre des moments assez durs à la campagne. Je vais pas trop m'apesantir là-dessus. J'ai pas vraiment trop envie de spoiler. Il y a par exemple sa mère qui est très malade et son père qui est... C'est pas le type le plus violent, mais il est pas vraiment très attendrissant, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. La force véritable du film, surtout l'attachement à Mouchette, du coup, qui est très bien joué. L'actrice est très, très douée là-dedans. Ce qui fait l'élever, quoi. C'est ça, c'est vraiment ça le plus, je trouve, du film. Parce que s'il met en B, c'est donc tout le délire à la Bresson qui fait des beaux plans, certes, mais qui, en tout cas pour ce qui me concerne, hein, est trop distant par rapport à ce que moi j'attends d'un film. Pourtant, ça m'arrive très fortement d'apprécier des réalisateurs qui sont encore plus froids que lui, mais Bresson, il y a un truc qui fait que ça rentre pas. Après c'est dommage, mais je peux pas aimer tous les réels du monde, quoi. Je vous conseille tout de même de voir, hein, ça reste un très bon film, et je pense qu'il y a moyen que vous appréciez plus que moi. Enfin, nous allons sortir évidemment. Le film suivant, lui est quand même un peu déçu. C'est Late Night with the Devil, des frères Kernes. Voilà, j'avais entendu beaucoup de bien du film, j'avais très hâte de le voir, et après sortie, c'était... Je lui ai mis B, pour différentes raisons. Je vais parler des qualités évidemment. C'est l'histoire d'un présentateur de talk show, je crois que c'est comme ça qu'on dit, pour les States, qui se passe durant la nuit. Pour résumer son émission Bad
battre l'aile, pas très forte audience, donc il va tenter le tout pour le tout en mettant en scène une vraie possession d'esprit démoniaque durant la nuit d'Halloween. Et le film veut se la jouer found footage, genre le projet Blair Witch, etc. Donc en nous faisant croire que les images qu'on voit, c'est ce qui était vraiment enregistré durant l'émission. Bon, c'est un petit peu faux parce qu'en vrai, t'auras quand même pas mal d'images de coulisses qui techniquement ne peuvent pas exister dans la diégèse du film, du coup c'est un petit peu bizarre de les avoir. Donc les points positifs, c'est la reconstitution des années 70 il me semble, je vais vérifier. C'est ça, 70, donc dans toute son ambiance, son éclairage, son esthétique, c'était très cool. L'idée de base aussi, elle est quand même assez forte. Show où il y a une possession démoniaque, c'est très original et bienvenu. Surtout que le présentateur, joué par, putain ce nom, David Dastmalchian, qui est second rôle dans notamment Oppenheimer ou d'autres films de Christopher Nolan, qui est très fort dans son rôle de présentateur et qui est pas mal parce qu'il a un passé tragique et tout. C'est aussi une critique des médias véritablement, des médias qui sont prêts à tout pour avoir du buzz, comme un certain présentateur français que je ne citerai pas. Mais ce qui va pêcher, je trouve, c'est que le perso n'est pas assez bien développé malgré tout. Je l'aime beaucoup, genre ce qu'ils ont mis dans le scénario, mais il y a notamment tout le côté où il faisait partie d'une secte avant, aurait pu quand même être mieux amené, je trouve, et vraiment servir au scénario parce que ça fait assez pauvre quoi. Et toutes les parties où t'as un démon, il y a deux trucs qui pêchent là-dedans, c'est que d'une part c'est assez cliché, quand le démon il parle véritablement, ouais c'est un peu ridicule. Mais ce qui est plus ridicule c'est les effets spéciaux qui sont v'la moches. Le film sort en exemple l'exorciste quoi, enfin il faut une référence à un moment, et genre quand tu compares les deux, il y a un truc qui déconne hein. Alors l'exorciste ça a 50 ans je crois il me semble cette année, et là le film il a 2 ans, ah il y en a un qui gère tellement mieux que l'autre, ah c'est fou. Et puis l'autre défaut que j'ai quand même vraiment envie de citer, c'est le fait que le film utilise de l'IA. Le logo de leur émission fictive, c'est de l'IA. Les panneaux de coupure pub, ce genre de choses, c'est de l'IA aussi qu'ils ont utilisé. Bon, d'une part, on peut critiquer le fait que c'est pas techniquement très réaliste parce que l'IA, ça n'existait pas dans les années 70, souvenez-vous. Mais aussi tout le côté humain, quoi. Non, parce que ils auraient quand même pu demander à des vrais artistes de faire les 4 panneaux qui doivent exister dans le film, quoi. Franchement, c'est... En plus, je crois que le film, il a pas un budget fou, ce qui peut expliquer les effets spéciaux. Mais c'est bien dans le genre de cas de vraiment faire à la main un peu plutôt que juste demander à des IA. Non vraiment j'ai pas trop aimé cette partie, ce qui fait que je l'ai mis quand même assez bas. J'hésite entre mettre ça en juste B ou B-, parce que j'ai quand même pas mal apprécié la mise en scène générale, mais bon je sais pas, je mets les deux et on verra si durant le montage je me suis décidé. Bon, le film suivant est tout à fait sympathique encore une fois, c'est Cloud de Kiyoshi Kurosawa. Donc Kurosawa n'a rien à voir avec Kurosawa Akira, c'est un homonyme. En tout cas, Kiyoshi, c'est un réalisateur connu pour ses films d'horreur, tels que Cure, que je n'ai pas vu. C'est le premier film de lui que je vois. Et ça m'a quand même donné pas mal envie de voir les autres. Je lui ai mis B+. Alors, juste B pour une raison très simple, le début est méga chiant. Vraiment, ça met des plombs à se mettre en place, ce qui est bien dommage, hein. Mais les parties positives sont vraiment très positives pour le coup. L'histoire est assez sympa. C'est celle d'un vendeur sur internet qui fait pas mal de contrefaçons, et certaines personnes se sont fait arnaquer par lui, du coup, décident de se venger en essayant de le torturer. Déjà au début du film, ils le torturaient psychologiquement, genre en cassant des vitres chez lui ou tout ça, et à la fin, ils vont essayer de le tuer carrément. Dans des scènes d'action que je trouve vraiment très bien filmées, mais le début de longueur, vraiment, c'est beaucoup trop. Et d'ailleurs, même lui, il le reconnaît que c'est vraiment chiant, parce que j'ai réussi à avoir une avant-première du film, qui va sortir en été en France, il me semble, une avant-première au cinéma Le Méliès, hein, le meilleur cinéma du monde, avec Kiyoshi Kurosawa lui-même, donc on a pu lui poser quelques questions, et c'est quand même vraiment très sympa de découvrir un cinéaste en même temps de le découvrir dans la vraie vie, et notamment pas mal de réponses par rapport aux certaines questions du film, mais comme je dis, il reconnaît que le début était assez chiant. Enfin, il reconnaît qu'on puisse s'emmerder en tout cas, c'est à peu près les mots qu'il utilisait. Les autres points positifs, c'est le perso principal, qui aurait pu être un sacré connard, et qui en est un d'ailleurs, c'est tout le contraste qui va le rendre intéressant, mais il nous l'a rendu attachant par le jeu de l'acteur, etc., et par pas mal de moments du film. Aussi son stagiaire, on va dire, qui a des liens avec la mafia, c'est pas vraiment explicité dans le film, mais c'est sous-entendu, et en vrai il est très cool je trouve. Et aussi j'aime bien le fait qu'il se plonge un tout petit peu dans la psychologie des revanchards, parce qu'il y en a certains qui sont assez drôles j'ai trouvé, d'autres qui sont quand même un peu plus tragiques, même si ça reste très secondaire en vrai dans le film, j'ai bien aimé. Par contre un truc que j'ai pas aimé c'est le perso de la femme. Non elle est nulle, pas spécialement l'actrice, mais je veux dire son rôle dans le film, déjà dès le début c'était juste la femme, donc pas très intéressant, et après j'ai trouvé assez conne quoi quand même. Je vois ce qu'ils ont voulu faire avec le personnage, mais ça fait vraiment une débile. Je trouvais assez lourd ce perso du coup, mais elle est très secondaire donc ça passe. Voilà,
voilà, je pense que j'ai dit les choses que je voulais dire. Nous allons pouvoir continuer cette magnifique vidéo. Le film suivant est encore japonais et est sorti cette année. Je pense qu'il ne sort plus durant ce mois-ci, mais vous aurez quand même pu le voir. Et lui, je l'ai beaucoup apprécié encore plus. C'est Le Joueur de Go de Kazuya Shirechi. J'ai très mal prononcé son nom, je pense. Toutes mes excuses, hein. Vous avez le refrain habituel depuis les vidéos. Je l'ai mis à moins parce que c'est le genre de film de samouraï que j'aime bien. Donc, les films de samouraï, on appelle ça les Shambara. Et j'ai vraiment apprécié toute l'ambiance. C'est l'histoire d'un samouraï qui est joueur de Go. Il est Ronin actuellement, donc il n'a plus de maître et il n'a plus vraiment de raison de vivre, mais il se fait pas harakiri pour le coup, il vit sa vie tranquille avec sa fille, où il passe pas mal de son temps à jouer au Go vu qu'il est expert. Et notamment, il se fait des potes avec le meilleur personnage de tout le film, j'ai pas retenu son nom malheureusement, le vendeur on va dire, qui est vraiment génial, puisqu'il a une évolution dans pas mal d'aspects du film, parce qu'au début c'est un sacré connard, et après de par les séances qu'ils ont à jouer au Go, parce qu'ils jouent beaucoup au Go, hein. Le titre est très bien pensé à ce niveau-là, il se développe de l'attachement, et moi j'ai beaucoup aimé. L'élément perturbateur du scénario, c'est surtout le fait que notre protagoniste va devoir quitter sa ville pour aller se venger de la mort de sa femme et de son exil, de son royaume, on va dire. Voilà, je vous en dis pas plus, hein, je vous laisse découvrir par le film, vu qu'il vaut vraiment le coup. On peut dire dommage, c'est qu'il n'y a qu'une seule scène de sabre, pour un film qui est techniquement en Shambara, c'est assez peu certes, mais rappelons-le que dans Harakiri, il n'y en a que deux. Hein. Mais ce qui va surtout jouer, c'est les parties de Go, donc d'où le titre, qui arrivent à beaucoup d'aspects du film et qui sont très bien gérées, je trouve. L'élégance de la mise en scène apporte un dynamisme certain que j'ai vraiment beaucoup apprécié, qui donne envie de faire du Go. Je ne comprends absolument pas les règles de ce jeu, mais ça donne quand même très envie. Et la véritable force totale du film, c'est surtout ses personnages. J'ai parlé du vendeur là. Notre protagoniste et sa fille sont aussi très attachants, ils vont vivre pas mal de moments assez durs, hein, de rapprochement de personnages aussi, hein, qui est sympa, notamment avec le... Putain, c'était quoi? C'était le neveu du vendeur, voilà, c'est ça l'histoire. Qui va devenir l'amoureux de la fille, quoi. C'est un peu cliché, mais c'est mignon, et les persos sont attachants, donc... ça développe le personnage, quoi. Juste le méchant qui est un peu lambda, quoi, mais c'est parce qu'il apparaît pas beaucoup. Mais sinon, franchement, c'est une très bonne aventure, un très bon Shambara. Ça fait longtemps qu'on en a plus sorti, j'ai l'impression. Je crois que le dernier que je connais, c'est Kyubi de Kitano. T'es pas fou, lui, mais celui-là, je vous conseille d'aller voir. D'ailleurs, en anglais, ils l'ont appelé Bushido, hein, donc qui est le bouquin du samouraï, quoi, globalement. Je sais pas pourquoi. Player of Go, ça devait pas faire classe pour eux, je ne sais pas. Non mais là encore, hein, on se fout de la gueule des titres français, mais les anglais ils sont quand même assez des quiches aussi. Hein. En tout cas, en ce qui concerne le Japon, nous n'avons toujours pas terminé, pas des moindres, hein, vu qu'on va parler de l'un des plus grands cinéastes de ce pays. Je me semble que c'est le 3e plus grand, derrière Kurosawa et Ozu, c'est-à-dire Mizoguchi, et son dernier film en l'occurrence, La Rue de la Honte, que je découvre et qui me donne très envie de voir sa filmographie. Le film, je lui ai mis A, parce que là où Ozu, il est assez chiant dans ses drames sociaux, Mizo, lui, qui est absolument pas son prénom, hein, mais juste le début de son nom, il est vraiment beaucoup réaliste, quoi. Donc, le film en soi, qu'est-ce que c'est que le scénario? Il n'y en a pas, véritablement, c'est pas une intrigue construite, éléments perturbateurs, péripéties, éléments de résolution, etc. C'en est 5, je crois, il me semble, où on va suivre des prostituées, du coup, durant les années 50, avec, pour fil rouge, une proposition de loi sur l'arrêt de la prostitution. Donc, enfin, l'arrêt des maisons closes, pour être précis. Donc, elles se retrouveraient au chômage, elles seraient assez deg, et voilà, mais on va montrer leur vie personnelle. Et donc, la force du métrage, comme celui d'avant, c'est les personnages, véritablement. Elles sont super attachantes. On étale quand même bien leur passé, de toute leur vie, leur motivation sur quelles sont les raisons qu'elles ont à faire ce métier. Toutes les difficultés de la vie aussi, hein. Alors j'ai presque envie de dire féministe, notamment parce qu'il y a pas mal de scènes où il montre que la femme a plus de force morale que l'homme, mais je sais que quand on dit ça d'un film, généralement ça a fait fuir quelques personnes, mais je vous jure, il est vraiment super intéressant. Ça a les qualités aussi des films de Ozu, où ça porte un regard assez neutre sur une situation donnée, sans forcément glorifier comme ce que pourrait faire Kurosawa, ou dénigrer tout simplement comme ce qu'aurait pu faire un connard, mais vraiment juste un regard de compassion, quoi, quasiment. On va nous montrer une situation et nous laisser nous-mêmes faire nos propres choix par rapport à si c'est techniquement bien
ou mal, notamment par rapport à la toute dernière scène que je ne spoilerai pas, qui est assez glaçante dans la manière qui est mise en scène, j'ai trouvé, et qui est rendu très intéressant, et qui est aussi le tout dernier plan du coup de la filmographie de Lizzo. Non mais ça reste un super film qui donne très envie de voir tout ce qu'il a pu faire, quoi. Notamment j'ai entendu beaucoup de bien des contes de la nuit vague après la pluie et de l'attendant Sanso, donc je ne saurais trop tarder d'aller les regarder, surtout que ce côté positif que vient d'énoncer ne sera absolument pas tenu dans le film suivant, qui est Banger, et pourtant il n'est pas un banger, de Somi. Donc Somi, je crois que c'est un rappeur, je ne sais pas, je ne m'intéresse pas à cette personne. Je vais aller avec le plus de mépris possible, vous allez voir. Qui est donc un film nul sorti sur Netflix cette année, où je lui ai carrément donné E+. Ouais, E+. Donc l'histoire, c'est celle de Vincent Cassel qui va jouer un DJ qui se fera embarquer par la police et où ils leur demanderont de faire un infiltré pour démanteler un genre de réseau de drogue, de parrain, de la mafia, genre de conneries. Voilà. Donc c'est-à-dire que en termes purs et simples de scénario, nous sommes vraiment pas très loin du baltringue. Si vous connaissez ce film avec Vincent Lagaffe, hein, souvent considéré comme le pire film français de tous les temps, Banger est dans la même veine, quoi, on va dire. Hein. Alors l'esthétique est nulle, la réalisation elle est pas dingue, pas grand chose d'intéressant, quoi. Les persos secondaires sont... Laura fait le pain, elle s'en sort bien, quoi. Il y a Mr. V dedans, alors ça fait plaisir parce que j'aime beaucoup Mr. V, mais ouais, on lui a pas donné un rôle vraiment très intéressant, quoi. La fin est nulle, vraiment très très naze. Il y a quasiment rien, mais bon. Le plus dommageable, c'est surtout le rôle de Vincent Cassel, qui est trop connard, quoi. Pour là où dans les films précédents que j'ai cités, comme Cloud, où le perso est un peu un connard, mais la mise en scène le rend attachant, et même le jeu de l'acteur. Là, Vincent Cassel, malgré tout le bien que je peux penser de son jeu, et tout le mal que je peux penser de sa personnalité, n'a pas spécialement fait d'effort à essayer de le rendre sympathique, ou attachant, ou intéressant, ou quoi que ce soit, hein. T'as envie de le gifler dans toutes ces scènes, quoi. C'est pas vraiment l'état général que j'aime me sentir devant un protagoniste, vous voyez. Et puis pareil, en termes de répliques, de mise en scène, c'est la définition de film Netflix nul, où il n'y a pas d'effort. Mais bon, en même temps, je reconnais que je savais sur quoi j'allais m'embarquer. Hein. Je m'étais pas dit que j'allais assister au parrain, quoi. Mais tout de même, hein, ça aurait pu être bien de faire des bons films, quoi. Au début, en vrai, j'ai cru que j'allais me marrer de sa nullité. Passer un bon moment, quoi, c'est ce que je voulais dire. Les premières répliques sont vraiment un niveau de pathétisme pour l'exposition que ça en est exaltant. Mais le reste ne suit malheureusement pas et est juste chiant. Donc, c'est dommage. Ouais, en plus, ouais, l'éclairage est pas mal moche par moment, quoi. Je suis pas expert, donc je vais pas en parler beaucoup, mais non, il y a vraiment rien à sauver là-dedans. Enfin bon, je ne vous le conseille pas. Heureusement, je sais voir des bons films aussi, notamment des films récents, tels que celui qui va suivre, Cassandre Delelle-Merlin, premier film de cette réalisatrice. Je sais pas ce qu'elle a fait à part ça, en vrai, dans sa vie personnelle, je veux dire. Journaliste, ok. Et comédienne, d'accord, oh, c'est cool. Je lui ai mis A, c'est un excellent premier film. Donc l'histoire, c'est celle de Cassandre, si j'ai bien compris. C'est donc une sorte de retranscription de la vie de la réalisatrice. Donc on est dans le cas de ces réalisateurs qui ont commencé par un premier film qui raconte directement l'histoire de leur vie, comme Truffaut, Xavier Dolan, etc. Et là, sur le coup, c'est vraiment très très fort vu que ce film va parler d'inceste. Donc un sujet tabou, notamment pour l'époque où l'action se passe, qui est les années 90. Donc il y a vraiment une justesse qui est donnée là-dedans, qui est notamment, on sent que c'est du vécu, quoi. Donc c'est très dur à regarder, mais pour notre bien. Cette phrase. Le film, ça va suivre sa vie durant l'été, globalement, qui est une meuf qui fait de l'équitation et qui va subir un attouchement, enfin bon, bref, des histoires très très drôles, de justesse par des comédiens qui sont engagés et très forts là-dedans, comme l'interprète de Cassandre, hein, Billy Blaine, qui est très juste là, ils sont tous très justes, mais j'ai quand même envie de citer elle en particulier, vu que notamment c'est la protagoniste. On s'étale principalement sur sa famille, donc évidemment, qui sont tous, comment dire, insupportables, mais c'est le but, je suppose que c'est le but, je pense que les vraies personnes ont pas forcément dû bien aimé ce film, mais vous savez, c'est comme les 400 coups, hein. Les vrais parents de Truffaut avaient pas trop aimé leur portrait là-dedans, donc là c'est pareil, dans le film ils sont quand même assez... Là aussi t'as envie de les gifler, mais justement ça rentre dans le cadre, notamment le père, en termes de propos pur, c'est le pire, je pense. Hein. En plus, il dit de la merde quasiment tout le temps quand il parle de science, etc. Donc vraiment, ça encapsule très bien toute l'aspect de malaise que le film veut transmettre, qui sont des
bon point. Puis en termes de premier film, ça tente quand même pas mal de trucs. Ça fait un peu cinéma art et essai de le coup des pantins de bois. Puis on peut se dire que ça a pas vraiment apporté grand chose à l'esthétique globale, mais ça a tenté et j'aime bien quand ça tente des choses, au moins. Ce qui fait que je l'aime quand même beaucoup ce film. Si le sujet ne vous rebute pas, parce que ça peut être très dur, hein, comme je l'ai dit, on va vraiment dans le... On voit rien véritablement, c'est toujours caché, etc. Mais on le ressent assez fortement. Je vous encourage à aller le voir. Après, est-ce que l'autre va être plus marrant ? Je ne sais pas, mais on espère. C'est Bon baiser de Russie de Terence Young, donc qui est la deuxième histoire de James Bond après Dr No. Donc souvenez-vous, la vidéo précédente, j'avais dit que je n'aimais pas beaucoup James Bond, mais que j'ai pas envie de mourir con, donc je vais quand même essayer de me faire tout le James Bond pour voir ce que j'aime ou ce que j'aime pas. J'avais déjà vu Dr No il y a pas mal de temps, donc j'ai préféré tout de suite commencer par le deuxième film. Je vais tous me les faire, donc pour l'instant c'est chiant. Je lui ai mis C parce que bon c'est chiant quoi. Ouais, c'est la définition de ce film. C'est chiant. D'une part, James Bond, j'aime pas ce personnage. Sean Connery l'incarne très bien, c'est pas mon problème, hein, mais j'aime pas ce personnage. Je le trouve plat. Je trouve que c'est un garissou, comme on dit de nos jours. Je trouve qu'il a aucune profondeur et je trouve que c'est un suiveur. On verra plus tard dans cette vidéo que les protagonistes d'action, généralement, ils choisissent un petit peu, on développe les motivations des personnages. Lui, on développe pas sa motivation, pourquoi est-ce qu'il fait ça dans le film. Globalement, il fait ça parce que c'est son métier et basta. Vraiment, c'est... À part 2-3 répliques cinglantes, c'est pas pour moi. Quoi. Et le film en général, il est assez chiant quoi, comme je l'ai dit, notamment parce qu'il y a pas mal de scènes qui ne servent à rien. La scène des danseuses par exemple, elle est assez... Elle dure beaucoup trop longtemps, il y a pas mal de fond de sexisme là-dedans en plus. Ouais non, c'est pas pour moi, hein, désolé. Après, l'intrigue globale, elle est passable quoi. J'ai pas souvenir de beaucoup d'incohérences ou de trous de scénario. C'est globalement une intrigue où on va rechercher un MacGuffin mais en fait c'est un piège fait par le Spectre pour attirer Bond, etc. Pour l'attirer, on utilise une meuf, donc une James Bond girl, quoi, qui elle est pareil comme tout le film, assez plat. C'est vraiment ce film, c'est la platitude, j'ai trouvé, le plus plat. Limite, j'ai pas aimé Dr No, mais peut-être que lui était mieux, parce que Dr No, il a beau être beaucoup trop ridicule par moment, t'avais quand même une... justement, par le ridicule, il y avait un côté fun, et par le fait que le méchant, il était quand même pas mal exaltant. Je l'ai pas mal aimé, le Dr No, en vrai, même si le reste du film, il est très passable, comme Bon baiser, quoi. Mais bon, c'est pas le pire non plus, vous allez voir, j'en ai vu un peu mieux pire. Celui-là, à part si vraiment vous êtes fan de James Bond, je vous conseillerais pas, quoi. Les scènes d'action aussi, elles sont assez quelconques. Ah, et aussi, je vais parler 2 minutes du générique, parce que c'est généralement les trucs qu'on retient le plus dans les films James Bond, le générique d'intro. Celui du film avant était mieux, il était beaucoup plus dynamique. Là, ça va être... assez beauf en fait. Donc déjà c'est donc avec les danseuses que j'ai parlé un peu plus tôt de la scène qui servait à rien, donc super sympa de me rappeler des trucs que j'aime pas quoi dans votre film. En gros c'est les danseuses et les noms du réalisateur, des acteurs, l'équipe technique etc. sera sur les parties de leur corps. Ce qui peut être assez beauf par moment quoi, parce que vous imaginez bien quelle partie des corps est privilégiée. En vrai Sean Connery lui ça va, je crois qu'il est sur le ventre il me semble de la meuf, mais ouais c'est ça. Et la musique je la trouve pas dingue, je la trouve vraiment pas dingue. Mais voilà c'est ce que le générique vaut. Pour l'instant c'est celui que j'aime le moins. Voilà pour Bon baiser. Mais ne vous inquiétez pas, fans d'espions en tout genre, il y en a un que j'ai quand même nettement plus apprécié, qui est ce Insider, qui est le titre français de Black Badge, donc une traduction exacte, hein, aucun défaut là-dedans, qui est un film de Steven Soderbergh, que je prononce encore très très mal. Hein. En tout cas là, j'espère que je vais quand même être assez rapide parce que j'ai pas grand chose à dire. Je l'ai mis B parce que c'est un bon film, c'est une bonne intrigue, c'est un bon thriller d'espionnage, où en gros, dans l'agence d'espions du film, il y a une taupe parmi 5 suspects et notre protagoniste essaye durant tout le film de trouver l'infiltré, etc. C'est sympa, les persos sont cool, notamment notre protagoniste, hein, joué par Michael Fassbender, qui rend bien son côté froid, qui contrairement à James Bond qui lui rendait chiant, là ça le rend attachant parce que c'est quand même assez fait exprès le fait qu'il soit froid. Et aussi il a une relation amoureuse avec le personnage de Cate Blanchett qui fonctionne bien pour le coup. Genre, dans les films de James Bond c'est toujours le moment très gênant quand il essaie de draguer la meuf quoi, vous voyez. T'as l'impression que t'as un couple à peu près normal à travers un film qui parle de gens qui ne sont pas du tout. Non mais sinon, si votre trip c'est des films d'espionnage, mais
mais vraiment d'espionnage, pas comme James Bond justement, où là c'est action à gogo et pas d'infiltration. Là c'est vraiment infiltré, enfin pas infiltré, mais on va voir les soupçons, on va enquêter et on peut tomber dans le meurtre par moment. Si ça vous parle, n'hésitez pas à voir ce film. Je pense qu'il doit encore sortir dans quelques salles, je suppose, hein. Mais voilà. J'avais déjà vu un film de Steven avant, dans cette émission je veux dire, avec présence, et ouais, je préfère un peu Insider quand même. Il m'a quand même plus captivé. Bon, oh là là, désolé, parce que le film d'après, il est... Bon, c'est Deux sœurs de Mike Lee, qui lui m'a saoulé, parce que tout le monde s'accorde à dire que c'est un genre de chef-d'œuvre, j'ai l'impression. Et moi, je lui ai mis C+, parce que je me suis emmerdé. Oh mais emmerdé. Bon, Deux sœurs, c'est donc le titre français de Art Close, qui il a encore un parfaite traduction, il n'y a aucun souci là-dedans, qui raconte pas vraiment l'histoire de deux sœurs en fait, vraiment très secondaire. Je me demandais pourquoi ils l'ont pris dans le titre français. Ce que je peux reconnaître, c'est que la meilleure scène du film est autour des deux sœurs, mais pour la globalité, non. Ça va surtout raconter l'histoire de Pansy, qui est une mère de famille et comment dire. C'est comme en fait un peu Présence, mais sans le côté film d'horreur. Donc c'est-à-dire que t'as encore moins d'intérêt pour moi. Puisque en termes de réalisation, c'est soft quoi. C'est pas mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis que c'est bien, que c'est très bien, et que c'est pas ce qui va me marquer. En termes de jeu d'acteur aussi, c'est très correct, mais j'ai pas senti une grande force par les meilleurs moments du film. Même ceux qui le veulent, et je reconnais qu'ils peuvent être beaux. Je reconnais que ça peut être très beau. Mais aussi, je pense surtout, c'est que le personnage de Pansy, je pense que les gens se sont beaucoup attachés à elle, plus que moi je l'ai fait. Ce qui leur ont donné l'impression que le film est excellent. Ce qui n'est pas mauvais en soi, hein. Ils ont le droit de penser qu'un film est excellent. Surtout si c'est parce qu'ils ont beaucoup aimé le protagoniste. Je pense que c'est ça. Je ne sais pas sinon pourquoi. Ce n'est qu'une théorie que j'ai, hein. Moi, au début, je l'ai bien aimé. Je l'ai trouvé marrante parce qu'elle a un côté cassante. Vu qu'elle déteste l'extérieur globalement, elle gueule sur tout le monde, qu'elle se plaint que la caissière ne sourit pas, et puis elle se plaint que les autres gens de la queue, de la file, se plaignent aussi qu'elle avance pas, et voilà. Il y a un côté marrant, j'ai trouvé, qui je pense était plus ou moins voulu, ou en tout cas on s'est quand même un peu tous marrés dans la salle, mais pour moi c'est pas assez pour que je m'attache à elle. Donc dans l'absolu, je me suis quand même assez ennuyé quoi. Bon, je vais quand même pas épiloguer des heures sur un film où je me suis juste emmerdé, que je vais essayer de monter un petit peu, et oh là là, nous retournons à James Bond. Donc le troisième film c'est Goldfinger, qui n'est plus par Terence Young, contrairement à Dr. No, mais Guy Hamilton. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? J'ai pas mal hésité pour la note, mais je pense quand même que je vais lui mettre des moins. Je vais quand même essayer de raconter le scénario un petit peu. James Bond doit s'occuper d'un nouveau méchant qui s'appelle Goldfinger, et voilà. Alors, les trucs qui m'ont plu dans ce film, c'est... Il y a quand même pas mal de trucs que j'ai pu apprécier. C'est surtout vers la deuxième moitié, on a les personnages de... Il apparaît un petit peu au début, mais Oddjob, le garde du corps de Goldfinger, qui de par son allure caractéristique en font un très bon garde du corps. Meilleur méchant que Gold, mais je vais le dire dans pas longtemps. Qui le rend particulièrement badass. Et un vrai défi à vaincre pour James Bond, ce qui n'est pas négligeable, mettre des enjeux dans un film, hein, à ce niveau-là. Ce qui font que j'aime bien. Et l'autre côté que j'aime bien, c'est le perso de Pussy Galore. Magnifique blague hein, de la part de English. Je l'aime bien parce que pour une James Bond girl, elle a de la personnalité. Parce que les deux d'avant, on n'en avait pas. C'était poupée, quoi, si vous voulez mon avis. Elle a un côté assez fort qui est appréciable, mais ça dépend, vous verrez. Et en termes de défauts, alors déjà, c'est chiant. Comme le film d'avant, c'est pas très passionnant. Le méchant en soi, donc Goldfinger, lui aussi... Déjà, au début, je me suis dit que ça allait être un méchant de merde, parce que visiblement, ça avait l'air d'être juste un type qui veut arnaquer les gens aux cartes. Et on envoie James Bond, parce que pourquoi pas, je suppose. Non, il a quand même d'autres motivations, il veut faire d'autres trucs, donc voilà, pourquoi pas. Mais il a pas l'allure d'un grand méchant, malgré le design que j'aime bien, son costume, etc. Donc les scènes sont chiantes aussi, ne servent à rien, notamment la scène de golf avec Gunfinger où James Bond joue avec lui du coup, et ne dure beaucoup trop longtemps pour ce que ça veut être. Ça peut être bien d'avoir une scène comme ça qui dure longtemps en vrai. Et pour ça il faudrait faire un genre de duel psychologique entre nos deux personnages, ce qui se veut être le cas j'ai l'impression. Mais Goldfinger, c'est pas un méchant très subtil en fait, du coup ça marche pas. Ça marche pas, cette scène ne fonctionne pas, et elle dure trop longtemps, donc à ce niveau là franchement moi je l'ai pas apprécié. Et les autres trucs qui servent à rien, c'est notamment, donc avant d'avoir Pussy Galore, il y avait deux autres James Bond Girls, dont la première s'est faite tuer et transformer en or quoi, pourquoi pas hein. Et la deuxième c'est sa sœur qui va la manger, qui dure pendant une scène, donc là aussi on se demande vraiment pourquoi y avoir foutu, si vraiment c'est juste genre, elle apparaît une scène, elle dit qu'elle veut se venger, et elle meurt la scène d'avant. Pourquoi pas, hein, ça a rien apporté, et ça a marqué
personne, vu que tout le monde s'en fout durant le film. Même James Bond, hein, il a rien à battre de tout ça. Et enfin, l'autre défaut qui va me faire passer pour un woke, c'est le fait que dans ce film, James Bond viole véritablement Pussy Galore hein, vers la fin, ce qui est très gênant, hein. Et oui, c'est... Ce qui est notamment plus gênant, c'est le fait que le film essaie de passer ça pour romantique, parce que c'est les années 60, hein, du coup, c'est pas montrer James Bond comme étant un mec violent qui force les meufs de coucher avec lui, mais comme un mec viril qui réussit à dompter les meufs, même les plus récalcitrantes. Ce genre de truc, hein, mais bon, c'était l'époque, certes, mais n'empêche que je trouve ça très gênant et que je n'ai pas envie de voir ça dans mes films. Et puis t'as tout le sous-texte quoi, parce que certes c'est pas présent dans le film, mais j'ai appris dans le livre que c'était censé être une lesbienne, et pour l'époque, l'homosexualité c'était considéré comme une maladie mentale. Donc le délire c'était que genre, elle était gay parce qu'elle avait pas trouvé de mec qui pouvait bien la mater. Je trouve ça con perso, mais bon. Hein. Bon là j'espère quand même que les gens seront d'accord avec moi, que je trouve ça très bien, d'une manière générale. Même si je reconnais que l'actrice est très douée là-dedans. C'est Honor Blackman qui la joue. Et elle apporte vraiment quelque chose, hein. C'est ce qui me fait autant apprécier le personnage surtout. Mais non, le film il est beaucoup trop malsain pour moi. Surtout vers la fin quoi. J'étais même prêt à lui mettre une meilleure note quoi, mais le film il est beaucoup trop malsain pour moi et chiant pour que je l'apprécie. Même si à l'arrivée de Pussy Galore, en vrai, j'avais la confiance, quoi. Je me suis dit, putain, enfin, un personnage, quoi. Parce que James Bond, je l'aime toujours pas, donc... ainsi va la vie. Et pour le générique, pour le coup, oh, je l'aime bien. Enfin, je l'aime bien. J'aime bien la musique, qui aurait pu espérer un meilleur méchant que ce qu'on a eu, du coup. Et le visuel, il est comme le film d'avant. C'est donc des images projetées du nom des créateurs, etc. sur une femme. Mais c'est plus logique, vu que c'est une femme en or, quoi. Qui est la scène qui fait démarrer véritablement le film. Hein. Donc c'est bien de le mettre ici, je pense. Puis la musique elle est vraiment très cool, j'aime bien me la réécouter, donc ouais non, ça j'ai bien aimé. Enfin bon, le film d'après il est assez anecdotique mais je l'ai quand même mis, c'est Demain est un autre jour, donc qui est le titre français de The Life List. Là pareil, hein, en termes de traduction je ne pense qu'il n'y a aucun souci. Et le réalisateur, laissez-moi chercher, c'est Adam Brooks, je ne connais pas, je ne me permettrai pas de juger mais... Alors le scénario de base, il a un postulat assez marrant j'ai trouvé, enfin marrant, assez bienvenu, c'est donc l'histoire de, je vais quand même essayer de mettre les noms, Alex, joué par Sophia Carson, qui a joué dans les Descendants, une saga de films de merde, mais elle c'était un peu la meilleure actrice de ces films j'ai trouvé. Donc il y a sa mère qui vient de mourir, et ses dernières volontés c'était de respecter la liste des choses qu'elle voulait faire dans sa vie, qu'elle a écrite quand elle était tout enfant. Je lui ai mis B-, la prémisse étant assez intéressante, ça m'avait intrigué, et le film en soi il est correct quoi, il est pas marquant. Il y a des trucs très intéressants dans ce film, la relation avec le père notamment, j'ai beaucoup aimé, et d'autres trucs assez chiants. L'histoire de couple par exemple, ça c'est vraiment la partie la plus insupportable du film, j'ai trouvé. Parce qu'elles sont beaucoup trop convenues, on les voit des kilomètres, bref, c'est les défauts de base de la plupart des rom-coms. Et aussi, je pense que pour améliorer le film, on aurait aussi quand même un peu plus exploité la relation avec ses élèves, parce que c'est une prof, la meuf, plutôt que la balancer en 3 scènes et l'expédier, ça c'est... Notamment, prendre du temps sur l'histoire d'amour pour la mettre là-dedans, je pense que ça m'aurait plus captivé, perso. Mais voilà, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Non, là aussi c'est rapide, parce que j'ai pas grand-chose à dire, voilà, c'est Netflix, c'est classique, c'est pas insupportable comme Banger, mais ça fait le café, donc si c'est votre genre de film, regardez-le, il y a vraiment rien de mauvais là-dedans, véritablement. Juste des potentiels gâchés, c'est le truc le plus dommage du film. Donc un film qui va encore me faire passer pour un woke, j'ai l'impression, c'est Electro King an Elephant, d'Edwin S. Peters. Alors, dans la vie de tous les jours, on me prend très souvent pour un passéiste, un mec qui ne voit que des vieux films. Et ce film est l'exemple de ça parce qu'il date de 1901. 1901, c'est tellement vieux que la Première Guerre mondiale ça n'existait pas, non mais c'est tellement vieux que ça n'a même pas été filmé par une caméra de film Lumière. C'est un film américain, du coup à l'époque c'était Edison qui faisait les trucs. Lumière ça existait déjà, hein, mais c'était en France quoi. Et du coup Edison, lui son truc c'était les kinétoscopes, c'est-à-dire c'est des grosses boîtes là, de cette taille à peu près vers le sol là, avec un trou au centre qui diffusait l'image à l'intérieur où tu devais pencher comme ça pour regarder. Ce qui devait faire très mal au dos fut un temps, donc c'est pour ça que la technologie des lumières, beaucoup mieux faite en France évidemment, a gagné par rapport à celle de Thomas, et que les images étaient de meilleure qualité, etc. En tout cas, j'ai choisi de parler de ce film, je n'en reparlerai pas d'autres après, je pense, parce qu'il dure 1 minute, donc du coup. Donc je ne parlerai pas des autres films de cette époque, je pense, à part peut-être quelques Méliès, à savoir, parce que sur 1 minute, t'as pas vraiment le temps de développer des trucs intéressants. Mais pourquoi alors ai-je voulu parler de ce film? Parce que je pense
pense que malgré tout ce qui a pu exister dans l'univers depuis sa sortie, c'est le pire film de tous les temps. Le plus abject en tout cas. Mais vraiment le pire, vous pouvez foutre tous les UV Ball, les films de Lucifer Valentine, les Minecraft le film ou je ne sais quoi, vraiment celui-là, c'est le pire. D'une part, ce film rentre dans le cadre de ce qu'on appelle les snuff movies, c'est-à-dire des films qui montrent des choses vraies, dans le sens des vrais meurtres. Donc là, en l'occurrence, celle d'un éléphant, donc Topsy, une éléphant en plus, donc c'était une femme, je dis éléphante, qui, par logique avec le titre, se fait électrocuter. Mais pas juste qu'elle se fait électrocuter, c'est qu'avant on lui avait même mis du poison pour être sûr que le courant passe bien, quoi, si vous voyez. Donc déjà, d'une manière générale, on peut considérer que tout ce qui est filmé, vrai meurtre, même d'animaux, c'est vraiment le plus bas de ce qui est de la technique cinématographique, quoi. Donc c'est techniquement même pas considéré comme du cinéma. C'est pour ça que j'ai du mal à essayer de me faire à l'idée de regarder Cannibal Holocaust, par exemple, malgré le fait que je pense qu'il doit être intéressant, ce film. Et puis aussi, toute l'histoire qui est autour, quoi. C'est Topsy, l'éléphant, qui était considérée comme dangereuse parce qu'elle avait tué des gens, mais c'est pas des... c'était des cons. D'après l'histoire, je crois que c'était des gens ivres qui avaient essayé de marcher sur elle, alors elle a voulu se défendre, donc l'éléphant contre un mec, ça dure pas sur 4 heures, quoi, vous voyez. Et aussi son dresseur qui visiblement l'a maltraité avec des cigarettes, des histoires visiblement très très marrantes. Et tout le délire. Après, je vous préviens, c'est vraiment dégueu, hein. Quand ils ont voulu l'exécuter, ils ont voulu faire ça en place publique, comme à l'époque du Moyen-Âge, on va dire. Comme une vraie attraction. Ils voulaient même l'étrangler à la base, avec des câbles. Ils se sont dit que ce serait plus humain de juste l'électrocuter, mais ils ont quand même voulu filmer ça. Et donc, c'est Edwin S. Peter qui l'a fait, soi-disant, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr que ce soit lui. C'est à débat. En tout cas, si c'est vraiment lui, ce serait assez cocasse, vu qu'il a aussi voulu filmer l'exécution d'un vrai prisonnier. Ce mec a un problème. Mais lui, techniquement, il est assez important dans l'histoire du cinéma, vu que c'est lui qui a créé le premier western avec le vol du Grand Rapide, donc que je connais surtout pour être une référence pour la fin des Affranchis, si vous l'avez. Mais Topsy, c'est vraiment juste l'histoire d'une éléphante maltraitée qui se fait exécuter lâchement pour le divertissement morbide des gens du début du cinéma. Vraiment répugnant, hein. Donc bon, bref, si vous regardez le film, vous allez pas perdre votre temps, mais je vous conseille pas de voir ça. C'est pas très respectueux, quoi, hein, vous voyez. En lecture intellectuelle, c'est quand même pas forcément bien de regarder des vrais animaux se faire buter, comme ça, pour un divertissement, quoi. Puis en plus, putain, le film date des années 1, quoi. Début du siècle, quoi. C'est genre, déjà, à l'époque, les gens étaient complètement fucked up, quoi. C'est fou. Genre, il a pas fallu attendre la vidéocassette pour que les gens deviennent pareils. Dès le début, les gens voulaient vraiment filmer des gens se faire buter, des animaux, etc. C'est pour cette raison que je pense que je vais foutre ce film dans la catégorie le pire qui existe de l'humanité. Enfin, de ce que ça représente. C'est pour cela que j'ai décidé, en termes de notes, de lui mettre une lettre spéciale que je déciderai au montage. Qui représente vraiment l'état du pire en termes de cinéma, je pense. Voilà, c'était assez moralisateur, certes, je conçois. C'est un poil dégueu par moment, mais... Je suis pas entré dans les détails parce que je sais pas de toute façon, mais vraiment, c'est une histoire assez triste et non, je pense qu'on va commencer à regarder des films qui sont des films, ça me paraît mieux, qui durent un peu plus d'une heure par exemple, comme le prochain, qui est La Réparation, de Régis Varnière. Bon, le bilan, il est pas spécialement positif non plus, vu que j'ai pas aimé ce film. Je lui ai mis des plus. Ce qui est dommage, il aurait pu être bien, mais il n'est pas aidé par pas mal de choix. Donc l'histoire, c'est celle de... En gros, t'as un chef cuistot et son apprenti. Le chef étant joué par Clovis Cornillac et l'apprenti par Julien de Saint-Jean, qui sont portés disparus. Et c'est la fille du chef, qui est également la petite copine de Julien, qui va essayer de les rechercher. C'est donc un thriller. Et il y a pas mal de trucs dommages, notamment les dialogues sont assez... c'est naze, je trouve. Ouais, ça plombe pas mal le film et ça empêche les acteurs qui sont des bons comédiens, hein, Julien, Clovis, même la meuf, hein, je vais quand même citer son nom, même Julia de Nunet, est tout à fait correcte, c'est surtout les dialogues qui les empêchent de vraiment briller. Aussi la révélation sur la raison de la disparition, je ne la spoilerai pas évidemment, mais j'ai trouvé que naze, et franchement au niveau de ce qu'ils font en mise en scène, ça rend le truc pathétique en fait. Je saurais pas vraiment m'exprimer sans spoiler, j'ai pas envie de spoiler, j'ai envie que vous découvriez le film, même ceux qui sont mauvais en fait. Mais vraiment, en fait c'est tellement convenu que ça en devient chiant, tu te dis vraiment que les scénaristes ils ont pas réfléchi à leur film. Les trucs que j'aime bien n'empêche dans le film, c'est aussi le fait qu'on va en Thaïlande. J'aime beaucoup quand on voit des trucs asiatiques en fait dans des films. Mais en vrai c'est sympa d'essayer d'élargir les horizons du cinéma français en allant dans d'autres pays notamment, hein.
Moi j'ai bien aimé cette idée, cette prise d'initiative. Et puis les acteurs du coup thaïlandais sont quand même plutôt cool. Hein. Et puis le texte il passe mieux en anglais, j'ai l'impression. Et aussi en thaïlandais qu'en français. Non, on n'est pas aimé, hein, je vous dis. Même par chez nous. Puis sinon voilà, t'as aussi des points de scénario qui sont mis et qui ne sont pas terminé, enfin, sans que ça apporte quelque chose. Dans tout, on se demande pourquoi nous avoir mis ça au début, si t'en fais rien après. Surtout autour du personnage qui joue le frère de Julien. Lui, c'est vraiment celui qui sert le plus à rien. Et puis aussi, t'as pas d'avancement dans l'enquête véritable, ce qui fait qu'en fait, tu tournes quasiment tout le temps autour du pot, sans jamais avancer, c'est ça le terme précis du film. T'avances pas vraiment. Ce qui est dommage, mais bon. Hein. Donc bon, j'ai pas été convaincu, moi en tout cas. Il y en a qui ont été, donc... N'hésitez pas à aller le voir, hein, que je voulais que je vous dise. Bon, l'autre film que j'ai beaucoup plus apprécié, c'était Mission Impossible 3 de J.J. Abrams. Souvenez-vous, le mois dernier, j'avais parlé de Mission Impossible 2, que j'avais vraiment pas aimé. Là, pour le coup, lui, je l'ai aimé, je l'ai mis B+. Voilà, je suis content de savoir que cette saga décide visiblement de s'éloigner assez de son modèle de James Bond. On retrouve des codes, certes, mais d'une part, un truc que j'apprécie vraiment dans ces films, c'est que ça sait très bien faire des très bonnes scènes d'action dynamiques et de très bonnes scènes d'infiltration. Chose que James Bond ne fait vraiment jamais, je pense. Je vais découvrir la saga en entière dans pas longtemps, mais c'est vraiment pas un truc qui est réputé James Bond pour son infiltration. Là où les Missions Impossibles, du moins dans ceux que j'apprécie vraiment, le font vraiment très efficacement. Et même dans d'autres que je vais citer hein, dans pas longtemps dans cette vidéo. Voilà, autre chose qui fait que ça marche, c'est que Ethan Hunt est beaucoup plus attachant que James, parce que lui, il a une motivation claire. Il fait pas ça pour son job, comme si c'était un mardi matin et qu'il se levait du boulot, quoi. Lui, il fait ça parce qu'il le veut véritablement. On lui donne une vraie motivation, ce qui est bien, avec le perso de sa femme, qui est certes juste la femme, en vrai, n'a pas de vrai trait, personnalité de plus. Mais pour ce que ça veut être, ça marche, allez, vas-y, on va dire. Effectivement, Pussy Galore était un meilleur personnage, quoi. Les autres points aussi, ce sont les personnages secondaires qui sont... En vrai, il y en a surtout deux, pour le coup, que j'aime bien, notamment le perso de Luther, bon, qui lui est dans tous les Missions Impossibles. C'est genre le perso secondaire le plus récurrent, je crois, mais qui a toujours sa personnalité qui marche bien, et c'est appréciable. Il était dans le 2 aussi, comme quoi le 2 a quelques bonnes idées, hein, et surtout le méchant, joué par Philippe Seymour Hoffman, qui est délectable à suivre. Le meilleur antagoniste de cette saga pour l'instant. En même temps, elle n'a pas spécialement brillé par ses antagonistes. Hein. Les seuls vrais marquants, c'est celui du 2 que j'ai trouvé nul, et celui-là, qui lui est vraiment très bien. Quelque chose que j'apprécie aussi énormément dans ce film, c'est tout con, hein, mais globalement l'histoire c'est que le perso de Hoffman cherche un objet qui s'appelle la patte de lapin, et on ne saura jamais ce qu'est la patte de lapin. C'est un véritable MacGuffin, mais je trouve ça vraiment très bien, le mystère autour de ça. J'aime bien parce que ça rapporte le truc vraiment juste au scénario même. Contrairement à essayer de donner des justifications sur pourquoi les persos veulent tel objet, on le montre tel quel, tel que c'est juste le scénario qui donne des bonnes scènes. Et le film a beaucoup de bonnes scènes, donc c'est appréciable. C'est un peu comme la mallette dans Pulp Fiction, on ne sait jamais ce qu'il y a là-dedans, et pourtant c'est iconique. Bah la patte de lapin, c'est iconique de la même manière. Bon, après avoir été agréablement surpris, on va dire, j'ai été assez déçu par le film suivant, qui s'appelle Mikado de Baya Kasmi, que j'ai mis B. Je voulais lui mettre beaucoup plus. Quand j'ai vu les bandes annonces, je me suis dit que ça allait me plaire, mais c'est l'histoire d'une famille de... j'ai envie de dire gitans, mais c'est pas ça le terme. De gens du voyage, en tout cas, qui vont aider une personne qui est Ramzi Bedia à redémarrer sa voiture, et malheureusement, à cause d'un faux contact, leur voiture, à elle, sera en panne. Du coup, Ramzi leur propose de leur filer un coup de main et de les... Et voilà, et c'est comme ça que va commencer le film, et lien entre les personnages, donc des deux familles surtout, celle de Ramzi qui est composée que de lui et de sa fille, et celle de l'autre qui est composée de Mika la protagoniste, avec sa femme, sa fille et son fils. Et oui, je suis assez déçu parce que je m'attendais à plus. Ce que j'ai trouvé mauvais, c'est le perso de Mika, il est pas assez attachant. Il marche bien, mais ça aurait pu donner plus, je trouve, parce qu'il est trop connard par moment. Il y a beaucoup de trucs que j'aime bien dans ce personnage de Mimi que j'ai beaucoup apprécié, comme le fait qu'il éclate de rire quand une situation est triste, ça j'ai trouvé assez rattachable par certains aspects, etc. Et sinon, ouais, aussi un problème de rythme. Il est tout décousu et tout bizarre ce film. Et surtout par rapport aux enjeux. J'ai l'impression que dès qu'il y a un truc d'enjeu véritable qui commence, il va désamorcer pas mal de scènes après. Ce qui est dommage, mais en même temps, j'aime bien un peu. Par exemple, t'as un conflit qui va apparaître entre Ramzi Bedia et Mika, qui semble monter assez fort, mais qui va désamorcer tout de suite. En même temps, j'aime bien ce qu'ils disent durant cette scène, la façon dont c'est montré, mais je sais pas, t'as l'impression qu'il manque véritablement une force pour se captiver dans le film. Ce qu'il y a de bien, c'est que les persos sont quand même à peu près tous assez bien développés. Sauf le fils de Mikado qui lui est vraiment osef. Hein. Son plus grand développement, c'est le fait qu'il ait réussi à apprivoiser une corneille par exemple. Oh, c'est cool les corneilles. Hein. Mais en termes de points positifs, je suis très surpris de la performance de... Enfin, surpris.
Quand j'ai vu les bandes annonces, je me doutais qu'il allait bien jouer. De Ramzy Bedia dans le film, il est super, hein. Il réussit très bien à nous faire oublier qu'il est Ramzy Bedia pour entrer dans le personnage, et ça c'est franchement cool. C'est ce que doit faire un acteur, hein, surtout. Mais on pourrait l'oublier quoi, parce que vu qu'il joue dans pas mal de films de merde récemment, c'est sympa de régulièrement nous montrer qu'il sait faire des trucs. Ça c'est un truc par exemple que Christian Clavier ne fait pas. En tout cas les personnages sont quand même cool, ce qui rattrape pas mal le film. Et, genre le père il est cool, sa fille elle est cool, la femme de Mikado elle est cool. Sa fille elle est cool, forcément elle est Gwyn. Et c'est Mikado qui va pêcher quand même, j'ai l'impression, dans la globalité, qui va me décrocher du film. Que je ne saurais pas non plus expliquer parce que, comme j'ai dit, genre il y a des mimiques que j'aime bien, l'acteur il le fait vraiment super bien. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça vient de lui, cette force émotionnelle qui manque au film. Ce qui est un peu dommage, mais bon. Donc moi ça m'a fait être assez déçu du truc. Mais je vous encourage à aller le voir et j'aimerais quand même que ce film ait beaucoup de succès. Juste pour qu'on rappelle aux gens que Ramzy Bedia c'est pas qu'un guignol. Rien que pour ça ce film doit avoir du succès. Non, suivi de ça nous avons d'autres films hein, évidemment, dont un classique. Bon, il est vieux en tout cas. Le Doulos de Jean-Pierre Melville, un excellent réalisateur qui, comme Bresson, est plutôt un mec très froid, mais que lui, je rentre plus dedans, on va savoir pourquoi. Hein. Peut-être parce que je comprends mieux où est-ce qu'il veut aller avec ses scénarios. Qui nous a pondu là un film vraiment super intéressant, auquel je lui ai mis A+, donc avec Bebel et Serge Reggiani, où globalement c'est Serge Reggiani qui est soupçonné par la police d'être un cambrioleur et un tueur aussi. Et toute cette affaire, elle est organisé par le personnage du Doulos, donc Cilien, joué par Belmondo, qui manipule tout le monde dans l'ombre. Mais pour quel but ? Est-ce qu'il est pour le perso de Serge ou contre lui? Ce qui est très intéressant dans le film, c'est qu'on ne sait pas totalement ses motivations dès le départ. On est assez paumé et la situation évolue avec le personnage et monte en tension et en suspense. Hein. Le film est très intéressant notamment parce que Cilien est, je pense, le meilleur personnage interprété par Bebel. Parce qu'il a vraiment un côté manipulateur et aussi assez connard, je veux dire criminel. Véritablement. Il n'hésite pas à être très violent dans ses méthodes, où il va manipuler tout le monde, hein, comme un héros de western. Hein. Il prend plus ou moins tout le monde à revers, et là on n'est jamais vraiment sûr si c'est pour la bonne cause, la mauvaise. Donc je spoilerai pas, hein, c'est le résultat de toutes ces manigances, ni qui va s'en tirer dans cette histoire. Franchement, c'était sublime. Et ce qui est sublime aussi, c'est la réalisation de Melville, qui est toujours aussi efficace, quel que soit le film. Pour l'instant, de lui, j'ai vu l'Armée des Ombres, le Cercle Rouge, et le Samouraï, des bijoux véritables en termes de plans, de la façon de les faire durer, etc. Et c'est le cas aussi pour celui-ci, avec un magnifique noir et blanc en supplément, qui va rajouter de l'ambiance à ce polar noir, qui peut être vraiment très sombre par moment, qui est passionnant. Je vous invite à le voir. De toute façon, je vous invite à voir tous les films de Melville, même ceux que j'ai pas encore vus, parce qu'ils ont vraiment l'air tous assez intéressants. Et on va continuer sur cette magnifique lancée envers des films qui sont bons pour changer, avec Magnola de Paul Thomas Anderson. Donc PTA, qu'est-ce que tu nous fais comme film? C'est donc l'histoire de beaucoup de personnes, 12 je crois, je suis vraiment pas sûr là pour le coup en termes de mon chiffre, mais une bonne dizaine hein, je pense, dans ces eaux-là. Avec des personnages avec des liens qui se reposent principalement sur des grosses coïncidences, vu que c'est le but du film. Le film dont je lui ai mis la note S, vous vous doutez, c'est un excellent film, vraiment foncé, qui dure 3 heures. Mais, même si ça peut vous décourager, les 3 heures sont méritées. Justement parce qu'il y a une richesse de personnages. Et le film a la parfaite durée pour pouvoir tous les exploiter bien comme il faut. Même ceux qui n'ont pas une grande profondeur sont assez recherchés dans ce qu'on leur envoie. Le rythme aussi de la mise en scène, du montage aide énormément à faire passer ces 3 heures beaucoup plus vite. Ça passe d'une idée à l'autre vu que tu as quand même beaucoup d'intrigues qui se suivent en elles-mêmes. C'est glorifier tout ça avec d'excellentes musiques qui sont assez cultes j'ai l'impression. Et bien sûr les acteurs sont vraiment tous excellents. Il y a aussi donc l'acteur du méchant d'Ambition Impossible 3, Philippe Seymour Hoffman, qui là interprète un infirmier qui recherche le fils de son patient qui est un vieillard à l'agonie, et le fils qui est joué par Tom Cruise, c'est pas un spoiler, hein, c'est quand même dit vraiment très tôt dans le film, et Tom Cruise qui vraiment est excellent. Tous les acteurs du film sont excellents, mais lui j'ai vraiment envie d'en parler parce que ça me rend un peu triste de me dire que Tom Cruise a un talent dingue, puissance émotionnelle folle dans son art, ce qu'il applique, et qui préfère faire des films un peu tiédasses comme les Top Gun, alors qu'il pourrait continuellement faire des chefs-d'œuvre comme Eyes Wide Shut, Magnolia, etc. Il pourrait continuellement faire acteur et il préfère faire la star. Moi je trouve ça dommage, mais c'est son choix, c'est sa vie, etc. Et puis de toute façon il est trop occupé à faire de la scientologie, donc voilà. Mais là dans ce film, il est vraiment fort. Il m'a presque fait chialer, bravo. De toute façon, toutes les histoires sont assez tristes, de manière générale.
Certaines finissent heureuses, elles finissent même à peu près toutes heureuses en fait. Mais c'est pas vraiment la finalité qui compte là, c'est le voyage. Non, vraiment, j'ai adoré ce film. Je vais pas vraiment entrer en détail parce que j'ai quand même pas vraiment envie de spoiler vraiment toutes les choses qui vont se passer dedans. Puis il y a vraiment beaucoup de personnages, mais sincèrement, allez voir ça. C'est un classique, c'est un chef-d'œuvre. Ne soyez pas rebutés par les 3 heures, je vous jure, ça passe très vite. Quand on arrive à te faire des films comme ça qui suffit autant sa durée, tu te demandes comment ça se fait qu'on puisse encore faire des films où on peut facilement couper 2 heures dedans. Bon, c'est vraiment déchirant. En tout cas, ça m'a donné envie de voir d'autres Paul Thomas Anderson, comme le film d'après, que j'ai encore plus aimé, c'est Punch Drunk Love. Je lui ai mis S aussi, mais dites-vous que j'ai un peu plus au-dessus. Qui lui va raconter l'histoire du perso d'Adam Sandler, qui s'appelle Barry, qui est un mec qui possède une entreprise qui vend des objets bizarres et insolites, on va dire, qui tombe amoureux. Il sait pas vraiment gérer ses émotions amoureuses. Notamment, c'est un mec qui s'énerve assez facilement. Et il est joué par Adam Sandler. Il y a de quoi être énervé, même si pour le coup, il est excellent dans ce film. Il est super touchant, il le rend parfaitement bien, vraiment, j'adore. Même si j'aime pas Adam Sandler. La relation amoureuse, elle est toute mignonne et jolie, comme une bonne comédie romantique sait bien le faire. La réalisation, elle donne des plans magnifiques. Le plan connu, là, qui normalement est sur l'affiche que je vous montre, voilà, bon, c'est magnifique, c'est sublime, j'ai rien à dire. Ça, c'est excellent, mais il y a d'autres plans aussi dans le film. Je vous en mettre d'autres, je pense, au montage, si j'ai pas trop envie de me buter à ce moment-là. Aussi, un côté absurde que j'ai trouvé, que j'aime bien dans le personnage de Barry, dans toute l'esthétique du film de manière générale, même avec sa sous-intrigue là sur les appels téléphoniques coquines, quoi. Je vous laisserai voir parce que c'est quand même très drôle et assez prenant ce que ça met en place. Hein. Moi, j'aime bien. Et le côté absurde aussi se traduit par le fait que Barry trouve un harmonium dans la rue au début du film, après un accident de voiture. Juste l'image me plaît. L'image d'un type comme ça qui prend un espèce de mini piano, quoi, et qu'il ramène chez lui dans la rue. C'est absurde. Moi, c'est le genre d'absurde qui me fait plaisir. Juste ça, juste l'idée comme ça me plaît. Et le reste du film enchaîne là-dessus avec d'autres idées du même style, comme le coup des puddings, qui en vrai, je pense, ne marcherait pas, franchement. Ça m'étonnerait. Je vous laisserai découvrir ce qu'il veut en faire, mais c'est quand même vraiment très beau, très pertinent. La manière dont c'est utilisé aussi à travers le reste du film. Et voilà, je suis totalement attaché à ce personnage, hein, perso. Je me retrouve dans énormément de ces aspects. Généralement, j'aime pas non plus totalement les persos auxquels on dit on s'attache. Tu sais, genre, ce perso me ressemble, du coup je vais aimer ce film. Pour moi ça manque, il faut qu'il soit intéressant en plus de ça. Mais là pour le coup je me retrouve vraiment dans pas mal de sa façon de s'exprimer à travers ses histoires d'amour. Ça c'est mon vécu personnel hein, évidemment, les autres n'ont pas forcément le même. Mais donc un super personnage attachant, super jeu d'acteur, une super mise en scène. Franchement, oui ce film c'est incroyable. C'est donc avec Magnolia la première fois qu'on a une note aussi haute véritablement dans cette émission. Je trouve mal chose, ça compte pas. Et c'est assez surprenant que ce soit un type comme Thomas Anderson parce que je regarde pas vraiment ces films souvent. Le seul autre que j'ai vu c'était There Will Be Blood qui j'ai bien aimé mais j'ai pas trouvé non plus excellent. Je reverrai peut-être maintenant hein, que je pourrais peut-être me considérer comme fan de Paul Thomas, mais ça ce sera pour une autre histoire. En tout cas nous avons d'autres films qui pour le coup, lui j'ai cru que ça allait être fan beaucoup plus rapidement mais ce n'est pas le cas. C'est Yo-Yo de Pierre Été qui n'est plus, il est mort malheureusement. Je referai cette blague dans toutes les émissions. Le film, là pour le coup, je lui ai mis B-, alors qu'il m'intriguait pas mal au début. Je vais quand même dire les choses positives. Déjà, j'aime beaucoup le générique de début. Il est vraiment super marrant. C'est un gimmick qui pour le coup, m'a énormément fait rire. Donc, c'est le concept du film, vu que ça parle de clown. Après, l'histoire. Putain, comment on résume ça? Parce que le film est divisé en 2 parties. Donc, la première, c'est sur un couple entre un homme qui était riche, mais ruiné. Il est ruiné parce que le film commence durant les années 20, donc c'était durant la crise. Et une femme qu'il aime bien, qui est dans le cirque, qu'il a rencontré plus tôt, dont il a eu un enfant. Et donc, ça, c'est la première partie où ils vont essayer de vivre un petit peu ensemble tous les trois. Et la seconde où on va suivre l'enfant beaucoup d'années plus tard. Notamment, il y a un truc que j'aime bien, c'est que t'as une transition entre le parlant et le muet. Genre, le début du film, il est muet, il y a même pas de musique, il y a juste 2-3 effets sonores. Et après, t'as une voix off qui fait genre, le monde est passé du muet au parlant. Et maintenant, tout le monde parle. Ça, c'était marrant. J'aime bien le délire que ça veut faire. Mais le truc, c'est que l'histoire, en soi, ne m'a pas convaincu. Encore moins que pour le soupirant, si vous vous souvenez. Parce que le soupirant, il y avait vraiment une force dans les gags qui savait s'enchaîner assez justement. Là, il y a moins cette force. Il y a beaucoup de gags que j'ai bien aimés, notamment autour des cartes. Ça, c'était vraiment assez drôle. Le délire de l'éléphant, c'est sympa comment c'est amené, mais le reste, je suis pas rentré dedans. L'histoire décollait jamais vraiment. Elle tournait autour du pot aussi, ce que je trouve dommage. Mais ce qui me plaît, c'est que le film est un véritable hommage au milieu artistique du cirque. C'est le genre de truc qui me plaît. Pas spécialement le cirque, mais l'hommage à l'art, ça me plaît. Et à la volonté absolue de vouloir faire rire. Ça, c'est un truc qui m'intéresse fortement parce que je pense que le rire, c'est la meilleure manière de communiquer. Genre, beaucoup de mes artistes
artistes préférés réussissent à faire passer leur message grâce au rire. Genre Takeshi Kitano, Jacques Tati, même des gens comme Pasolini, je trouve qu'ils ont une esthétique globale humoristique pour faire comprendre aux spectateurs leur point de vue sur le monde qui est beaucoup plus efficace que s'ils avaient été dit directement. Ça me plaît, mais le film en soi, je suis très déçu parce que j'y pensais vraiment et je l'ai adoré. Mais finalement, c'est juste bien. Bien avec un mois en plus. Mais bon, j'ai eu des films beaucoup plus nuls juste après. L'accomplissement total d'une saga en plus, c'est Rec 4 de Jaume Balagueró. Donc il y a un espagnol. C'est le 4e film Rec. Avis rapide sur la saga, le premier était un super film d'horreur, je vous conseille de le voir. Un excellent found footage. Le deuxième était nul, juste nul, avec pas beaucoup de trucs très pertinents. Le 3 était nul aussi, mais il était nul marrant. Disons que moi, je me suis énormément moqué du film quand je l'ai vu, ce qui fait que j'ai eu beaucoup de plaisir à le regarder en fait. Mais il est quand même nul. Et le 4, c'est vraiment la débâcle. Je lui ai mis E+, donc comme banger, souvenez-vous, qu'un autre banger, hein, visiblement. Parce que les persos prennent pas, d'une part, et ils sont vraiment des persos clichés de films d'horreur. Globalement, le scénar, on est, suite aux événements des films précédents, on est sur un bateau en quarantaine à essayer de trouver un vaccin contre le virus qui transforme les gens en zombies. Dans le bateau, il y a notre protagoniste, Angela, la journaliste du premier film, et les militaires chiants. On peut dire que c'est quand même dommage de vraiment ne plus avoir de lien avec Rec enregistré, quoi. Parce que c'est plus en forme footage, du coup, ils étaient pas capables d'en faire pour le 4e film. Les effets spéciaux sont nazes. La réalisation, ça c'est le pire. Ça, je pense que c'est le pire. La caméra, elle me donne envie de gerber. Elle est nulle à chier, elle tient jamais en place. Les plans sont trop secs, trop saccadés. T'as même des zooms à des moments, c'est pas pourquoi. Ça c'est vraiment insupportable. Et pendant les scènes d'action, d'horreur, c'est le pire, hein, parce que du coup, le montage il est encore plus cut à ce moment-là. Vraiment, elle est insupportable. C'est le pire du pire. Hein. Ça marchait quand c'était found footage, parce que du coup, c'est des vraies caméras qui sont mises dans la diégèse. Là, c'est une caméra extérieure qui n'a rien à voir avec les personnages, donc on peut bien filmer pour le coup, mais non, ça ne colle pas. Quant aux personnages, ce sont ceux des personnages de films d'horreur de base, clichés, qui peuvent bien passer si on développe assez bien leur motivation, ce qui n'est jamais fait dans le film. Et il y en a certains qui sont quand même assez insupportables, genre la vieille. En plus, l'histoire autour d'elle est assez conne. Je comprends pas pourquoi ils ont pris ce personnage, quoi. Surtout si c'est pour l'avoir que pendant 3 scènes, limite. Enfin bon, c'est la vie, hein. Donc, les zombies sont aussi pas logiques. Vous voyez, c'est des... Au cinéma, on a 3 sortes de zombies, globalement. On a les zombies à la Roméo, c'est-à-dire les trucs très lents, comme ça, avec les bras qui font... Les lents. Les zombies, les infectés, donc comme dans 28 jours plus tard, où là, ils sont beaucoup plus rapides et ils pensent qu'à bouffer comme ça, sauter, souffler. Et, comme dirait le JDG, les zombies du spectacle, c'est-à-dire les trucs pour la mise en scène, qui n'ont aucun sens de réflexe animal. Dans le premier Rec, c'était comme ça aussi. Ça marchait parce que la mise en scène était bonne. Là, elle est à chier. Donc on se pose juste des questions sur pourquoi est-ce que les zombies restent plantés comme ça juste pour faire peur avant de les bouffer. Pourquoi ils les bouffent pas directement? Le genre de truc nul des films d'horreur pathétiques, dont Rec 4 en raffle. Et puis bien sûr, t'as toujours pas le côté fun du 3. Dans sa débilité, là c'est juste plat et ennuyeux. Tu regardes l'heure, quoi. Pourtant ça dure 1h30, c'est assez rapide. Heureusement, putain, si c'était plus long. Et la fin est nulle aussi. Et vous voyez, c'est le genre de fin de film d'horreur que je comprends pas. C'est globalement, je vais spoiler, je m'en fous. T'as le film qui est fini, t'as les héros qui ont fait une action qui font en sorte que la menace est totalement éradiquée, mais à la fin, t'as juste une scène où la menace qui potentiellement peut revenir. Ce genre de cas, je trouve que ça sert à rien parce qu'il n'y a pas de suite. Il y aura pas de suite. Ça, c'est vraiment juste la technique pour s'assurer qu'on ait une suite plus tard, mais qui empêche le film d'être un film à part entière. Notamment dans des films qui sont pas prévus de faire des suites. Genre, je crois qu'il y avait ça aussi dans Brain Dead. Autant il y en a qui réussissent à avoir ce cliché et faire peur quand même, comme Godzilla Minus One par exemple, ou quasiment tous les films Godzilla, ils le font à peu près tout le temps, ça, si ma mémoire est bonne. Moi, je peux pas faire une vidéo sans parler de kaiju d'une manière générale. Là, j'ai pas eu de film, donc je profite pour parler un petit peu du roi. Mais le film Rec, je vous conseille pas. La saga, je vous la conseille pas. Le 3 pour vous marrer, le premier parce qu'il est vraiment excellent, mais le 2 et le 4, passez votre chemin. Bon, ce qui est marrant après, c'est que nous avons un autre film qui est le 4e de sa saga, à savoir Mission Impossible 4 Protocole Fantôme de Brad Bird. Brad Bird, vous connaissez probablement ces films faits chez Pixar, comme Les Indestructibles 1 et 2 ou Ratatouille. Il me semble qu'il a co-réalisé et les films faits autre part chez Warner comme Le Géant de Fer. Là, il nous fait le 4e Mission Impossible. Je lui ai mis B+, c'est je pense son Mission Impossible préféré. J'hésite un peu avec le 3, mais bon, je vais dire c'est comme pour le 3e Mission Impossible, c'est les scènes d'action sont très fortes, avec les scènes d'infiltration aussi, qui savent très bien mélanger les deux pour être
plus qu'efficace avec une originalité. Là, ce qu'il y a en moins, c'est que le méchant est beaucoup moins intéressant et t'as pas l'élégance de la patte de lapin. C'est un trait de scénario que j'ai beaucoup apprécié. Mais ce qu'il y a en plus, c'est que les persos de soutien d'Ethan Hunt sont vraiment superbes. Ils sont assez développés, sympa. On retrouve notamment Benji, joué par Simon Pegg, qui est un acteur que je trouve excellent, qui était dans le 3 aussi. J'en ai pas parlé parce que j'ai oublié que je suis débile et que je suis une merde, mais il était très efficace dans le 3. Dans le 4, il pouvait être un peu insupportable. Je reconnais qu'ils ont peut-être un peu trop insisté là-dessus, mais il a ses moments de gloire, donc ça c'est cool. Ainsi que les autres persos, donc qui sont joués par Paula Patton et Jeremy Renner, qui sont vraiment très cool, donc comme je l'ai dit, développés, enchaînés, etc. Là où James Bond, parce que j'aime toujours pas James Bond, ne développe jamais ses personnages, vraiment, même James Bond il est pas développé, hein. Par contre le développement des personnages va amener un défaut, c'est que je sais que y en a qui reviennent pas. Paula Patton qui revient pas, parce qu'on remplace les femmes dans ces films, hein, c'est bien connu. Ce qui est dommage après s'être attaché à eux, mais bon, hein, c'est un truc de ce genre de saga, quoi, de jamais faire revenir les persos, surtout les persos féminins, hein, si je puis dire. Mais voilà, n'empêche, ça reste très bon. Et pour l'instant, des Missions Impossibles, c'est une saga que je recommande, franchement. Si vous voulez passer un très bon divertissement, n'hésitez pas à regarder. En oubliant le 2, de toute façon, pour la chronologie, il est pas très important. Même aucun, vraiment, pour l'instant. Ce qui est dommage, je trouve, mais bon. Donc, c'est à voir. Bon, en tout cas, cette émission est désormais terminée. C'était un peu plus long que d'habitude, j'avais plus de films, moi. J'espère néanmoins que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Normalement, d'ici quelques temps, quelques semaines, j'espère que je pourrai vous sortir ma vidéo critique complète sur Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone. J'espère réussir à la sortir au bout d'un moment, quand même. Ça commence à bien faire, cette histoire. En tout cas, moi, c'était le mot de la fin. Je vous dis, ciao Pantin.